Nous allons commencer cette deuxième journée du colloque sur le déchiffrement par une session que je vais présider, session qui va être consacrée aux perspectives actuelles sur les déchiffrements. La première communication est confiée à Daniel Petit. Daniel Petit est linguiste, spécialiste de grammaire comparée des langues indo-européennes, également spécialiste d'études baltiques et de linguistique générale. Il est directeur d'études cumulant à l'École pratique des hautes études, professeur à l'École normale supérieure, secrétaire de la Société linguistique de Paris, vice-président de l'Indo-Germanische Gesellschaft et depuis 2021, il est nommé correspondant français à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je lui cède la parole. Il va nous parler du déchiffrement du linéaire B avec une analyse interne. Merci Ali. Merci. Je vais commencer et je vais tout d'abord insister sur la problématique générale qui est le fait que le déchiffrement du grec mycénien est un déchiffrement qui s'est fait par des voies internes sans le recours à un quelconque bilingue puisqu'il n'en existait pas. Et ce que je vais essayer de vous montrer, après une introduction générale d'un point de vue culturel sur ce que c'est que le monde mycénien, ce que c'est que la documentation mycénienne, je vais essayer de vous montrer comment on a déchiffré le mycénien par ces voies internes, et donc sans le recours à des textes extérieurs. Alors, tout d'abord, je commencerai par rappeler que pendant très longtemps, on a considéré que l'histoire du monde grec débutait avec Homère, ou au moins la documentation en langue grecque débutait avec Homère, c'est-à-dire les deux épopées que sont l'Iliade et l'Odyssée, généralement placées au 8e siècle avant Jésus-Christ, et qu'il n'existait pas de documentation écrite en langue grecque antérieure à cette période. Cette vision a évidemment laissé la place à des recherches archéologiques sur les périodes antérieures, mais nous ne disposions d'aucun texte qui nous permettait d'avoir accès à la langue grecque avant cette date. Ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est qu'il y a eu des recherches archéologiques qui ont été entreprises. Un premier nom qu'il faut mentionner est celui d'Heinrich Schliemann, qui était un négociant en gros, donc pas tout à fait un spécialiste ni un professionnel, mais qui était passionné d'archéologie et qui a entrepris des fouilles à différents endroits dans le monde grec et en Asie mineure, fondées sur une hypothèse réaliste selon laquelle la guerre de Troie a vraiment eu lieu. Et à partir de cette hypothèse, Schliemann a entrepris des fouilles, a découvert un certain nombre de sites et a récolté du matériel archéologique qui donnait un accès à des artefacts et permettait d'avoir un aperçu sur ce que pouvaient être les civilisations antérieures à ce que nous connaissions de la Grèce antique. Je présente ici quelques éléments du trésor de Priam qui a été trouvé à Troie notamment. Par la suite, d'autres fouilles ont eu lieu, notamment par Arthur Evans à Knossos, dans l'île de Crète, et ces fouilles qui ont donné lieu également à des découvertes assez sensationnelles, dont vous avez ici quelques représentations, ont eu également pour effet de mettre à jour des documents sur tablette d'argile dans un système d'écriture inconnu et dont on ne savait en fait pas vraiment quoi faire. Lors des fouilles d'Arthur Evans, on a découvert à peu près 4000 tablettes en argile. Et la possibilité qu'il s'agisse du grec a été évoquée assez rapidement, mais sans aucune preuve, et n'était pas reconnue par tout le monde, mais on n'avait pas le moyen de les interpréter. Alors, ces découvertes remontaient à une période qui était antérieure à ce qu'on appelle les âges obscurs. Les âges obscurs, c'est une terminologie qui a été contestée par certains, qui réfère à une période située entre le XIIe et le VIIIe siècle avant notre ère, donc ce que l'on a trouvé serait quelque chose d'antérieur à cela, et il fallait évidemment essayer d'en rendre compte. Alors, ce que l'on a trouvé, ce sont des tablettes qui se présentent comme cela. On a assez vite identifié plusieurs systèmes d'écriture, je vous en présente ici deux, qu'on a appelé depuis Evans le linéaire A
et le linéaire B. Ce sont des tablettes d'argile qui ont été conservées simplement parce que, lors de la ruine des palais mycéniens, elles ont été brûlées et l'argile se solidifie à partir du moment où il est soumis à une température élevée, ce qui a assuré la conservation de ces tablettes. Alors pendant très longtemps, on ne savait pas quoi faire de ces tablettes et on a hésité sur l'interprétation de la langue. Est-ce que c'était du grec ou est-ce que ce n'était pas du grec? D'une manière caractéristique, le linguiste Antoine Meillet écrivait en 1913 « Ce n'est pas du grec, parce que si c'était du grec, nous l'aurions déchiffré ». Il avait raison dans le principe, c'est du grec, et donc on l'a déchiffré, mais il avait tort dans son jugement qui était évidemment un peu précipité par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu des tentatives de déchiffrement, en particulier du linéaire B, dès les années 1930, notamment les travaux d'Alice Cooper, qui ont essayé d'interpréter la nature de ces documents et d'y reconnaître des formes, mais sans beaucoup de succès. Tout ce qui a été reconnu assez vite, c'est qu'il s'agissait d'archives d'administration. Donc pas du tout des textes littéraires, pas du tout des dédicaces, mais des textes de comptabilité avec des listes d'impôts, des listes d'objets. Et le principe qui pouvait aider à la lecture, et on verra qu'il a joué un rôle très important, c'est qu'il y a, indépendamment des signes graphiques, il y a des logogrammes qui représentent des objets, et donc on avait, même sans connaissance du système graphique en tant que tel, l'idée qu'il s'agissait de vases, il s'agissait de bétail, il s'agissait d'êtres humains. On pouvait imaginer une partie du contenu de ces inscriptions à partir des images qui étaient associées. Alors vous voyez ici quelques exemples de tablettes en linéaire B, et vous voyez que les lignes sont bien tracées. On verra qu'il y a des éléments qui facilitent la lecture, ce sont en particulier des séparateurs de mots, et ça a été extrêmement précieux pour le déchiffrement parce que cela permettait de savoir où se terminaient les mots, et pour une langue flexionnelle comme le grec, savoir où est la fin du mot est quelque chose d'extrêmement important. Alors, comment fait-on quand on n'a pas de bilingue? On n'avait que des textes de comptabilité interne dans une langue inconnue. Il y a eu des déchiffrements, vous le savez bien, l'objet de ce colloque est précisément d'attirer l'attention sur les déchiffrements dont les plus fameux sont celui de l'égyptien et celui du vieux perse. Ce qui posait une difficulté initiale pour le mycénien, c'est que nous ne savions pas quelle était la langue et nous n'avions aucun parallèle dans une autre langue qui nous permette d'avoir accès au système d'écriture. Alors, il y a un certain nombre de faits qui ont été reconnus assez vite et qui ont permis d'avancer. D'abord, je rappelle les problèmes initiaux, pas d'inscription bilingue et méconnaissance totale de la langue. Ça pouvait être du grec, mais ça pouvait être aussi une autre langue. On n'avait pas le moyen de le savoir. Ce qui a permis d'avancer, ce sont d'abord les étapes suivantes. La première étape a été d'identifier le nombre de caractères. En effet, un alphabet, un syllabaire, un système idéographique n'ont pas le même inventaire. Étant donné qu'un alphabet représente individuellement les phonèmes de la langue, il y a une certaine moyenne pour les langues d'avoir un certain nombre de phonèmes. Donc si vous prenez l'exemple de l'alphabet ougaritique, 27 signes, ça correspond à peu près à une moyenne pour un alphabet. Ça peut aller un peu en dessous, ça peut aller un peu au-dessus, mais quand on fait l'inventaire des signes, on se donne à peu près une idée du type d'écriture quand on voit le nombre de caractères. Évidemment, c'est approximatif et il peut y avoir des erreurs d'appréciation, mais ça reste un premier critère. La deuxième chose, un syllabaire, étant donné que cela repose sur la combinaison d'une consonne et d'une voyelle, pour la règle générale, ça produit un nombre de signes qui est un peu plus élevé. D'accord ? Donc, pour le mycénien, on va regarder le nombre de signes, on va se dire, bon, c'est plus qu'un alphabet parce que il est peu raisonnable de penser qu'une langue possède un nombre de phonèmes aussi élevé. C'est le premier type de raisonnement que l'on peut avoir. Évidemment, si on passe à un système du type égyptien, on voit bien qu'on n'est pas dans un système alphabétique parce que le nombre des signes dépasse les possibilités de rendu phonématique, ce qui est à peu près évident.
Enfin, un dernier exemple qui est parlant lui-même, les vidéophonogrammes de la Chine, dont le nombre est très élevé. Je donne ici le nombre de 47 000, mais c'est un nombre qui est extrêmement discuté. On voit bien que ça ne peut pas être un système alphabétique parce qu'aucune langue du monde ne possède 47 000 phonèmes. Donc c'est quelque chose qui donne déjà une première indication sur le type de système d'écriture auquel on a affaire. S'agissant du mycénien, eh bien, le déchiffrement a été réalisé en 1952-53 par deux personnalités importantes que sont Michael Ventris, qui n'était pas un spécialiste de grec, mais qui avait travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale dans les services de décodage et qui avait une certaine pratique de ce genre de choses, tout en étant passionné par les écritures anciennes. Et il s'est adjoint les services d'un helléniste confirmé, John Chadwick. Alors, ils ont d'abord réfléchi sur le type de système d'écriture et le nombre de caractères les a aidés. Donc, 87 signes, ça veut dire que c'est un peu beaucoup pour un alphabet et on s'oriente donc plutôt vers un syllabaire. C'était la première intuition qu'il fallait plutôt compter avec un syllabaire en raison du nombre de signes qui était un peu trop élevé pour un système purement alphabétique. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape a consisté à identifier ce qu'on peut appeler la respiration du texte. Quand on regarde les tablettes mycéniennes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qu'on appelle les séparateurs de mots. Alors, c'est extrêmement précieux parce que ça nous permet d'identifier les mots, notamment les finales, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est également très important pour voir le nombre de mots dans une phrase, par exemple, voir comment la structure est construite, et donc l'identification des séparateurs de mots joue un rôle essentiel dans le déchiffrement. Évidemment, c'est soumis à un certain nombre de limites parce qu'il y a des mots qui n'impliquent pas la présence d'un séparateur de mots. Je pense aux mots sans accent. Il y a toute une série de problèmes liés à la présence ou à l'absence des séparateurs de mots, mais globalement, c'est un très bon indicateur pour isoler des mots dans une séquence graphique. À partir de là, ce qui a joué un rôle important, c'est le contexte, notamment le contexte à droite des inscriptions. En effet, il s'agit d'archives de comptabilité, c'est-à-dire qu'il y a des objets, des pièces de bétail ou des individus payant des impôts, par exemple, et on indique des quantités qui sont généralement placées à droite. Vous en avez ici des exemples, c'est-à-dire vous avez une unité de l'objet en question. Alors c'est très important parce que dans une langue qui distingue le singulier, le duel et le pluriel, avoir une information sur le nombre d'unités, ça nous donne déjà un accès à des attentes en termes de morphologie, donc savoir si c'est un singulier, un duel ou un pluriel, ça peut être effectivement très important. Ensuite, vous avez les images. Alors, une des inscriptions qui a servi au déchiffrement, c'est la fameuse tablette des trépieds de Pylos, dont vous avez ici une représentation, et je vous ai indiqué la première ligne, simplement, pour que vous voyez un peu comment se présente l'écriture et comment on peut l'identifier. Alors très vite, on a vu que, il y avait une image d'un trépied, et on nous dit également que, il y en a deux. Il y a deux trépieds. Et à la fin, on a l'image d'un vase avec la quantité, donc, de vases. Donc nous avons là deux informations qui sont très importantes, et c'est en se fondant sur ces informations que Ventris et Chadwick se sont dit le texte qui précède explicite ce qui est représenté par l'image, à savoir il est question de deux trépieds, il est question de deux vases. Donc on doit éventuellement retrouver le nom du trépied, le nom du vase dans les deux parties qui sont représentées juste avant les deux images. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez évident et ça a été confirmé par le fait que chaque fois qu'on a l'image d'un trépied, dans le texte, on trouve une séquence de signes qu'on a assez vite isolée et qu'on a pu reconnaître comme étant le nom du trépied. Et de la même manière, pour les vases, on a quelque chose d'assez récurrent. L'image du vase est associée à
une séquence de signes que l'on peut identifier comme étant le nom du vase. Voilà un petit peu comment ça a fonctionné. Alors ça donne évidemment pas encore une lecture, ça ne donne que la possibilité d'une association d'ordre sémantique entre une image et un contenu graphique qui précède. À partir de là, il a fallu identifier des variations grammaticales. Quand vous avez un vase au singulier, ce qui est noté par les signes numéraux qui les accompagnent, eh bien vous avez une séquence de 2 signes. Quand vous avez 2 vases, notés également par le numéral qui accompagne le logogramme, eh bien vous avez 3 signes. Donc la conséquence que vous pouvez en tirer, c'est que les 2 signes signifient vase, et le dernier signe, c'est la marque du nombre duel, du nombre 2. D'accord ? Donc, on peut avoir une information grammaticale sur ce qu'est la valeur du dernier signe, au moins en termes morphologiques, sans pouvoir encore lui donner un contenu phonétique, savoir ce qu'il représente. Et donc ça veut dire vase, et ça veut dire finale de duel. À partir du moment où on a ça, on a déjà un petit peu avancé sur la valeur au moins sémantique des signes. Alors, à partir de là, eh bien, il y a une hypothèse de travail qui va se mettre en place. L'hypothèse de travail, c'est, imaginons que le mycénien note du grec ancien. On va donc chercher une séquence de signes qui signifie vase, qui comporte 2 syllabes, et on va voir si ça s'adapte au contexte donné, et si, à partir de cette lecture proposée, eh bien, cette séquence de signes peut produire du sens à d'autres endroits. Si on retrouve la même valeur pour chaque signe que l'on suppose, est-ce que ça peut donner du sens dans d'autres contextes? Alors, le vase, il y a un mot grec homérique qui est dépasse, et après quelques fausses pistes, les 2 déchiffreurs ont reconnu qu'il s'agissait d'une forme qu'on peut appeler dialectale ou une variation d'hypasse. Et puis la finale de duel, on sait que pour les mots de cette déclinaison en grec homérique, la finale de duel c'est « et ». Donc, tentative, d'hypasse serait écrit d'hypa, si c'est une lecture syllabique, ce qu'on a obtenu par le fait de compter le nombre de caractères, c'est plutôt un syllabaire qu'un alphabet, donc lecture d'hypa, et finale du duel « et », donc le 3e signe c'est « et ». Voilà donc ce qu'on obtient pour le duel di, pa, et, le signe du vase, plus la marque du duel qui est ajoutée. D'accord ? Ça, c'est une lecture complètement interne qui est faite sur une projection de nature hypothétique sur qu'est-ce qui se passe si c'est du grec. Il y a des chances que ça soit un mot grec connu comme étant le nom du vase, et testons cette possibilité et regardons si elle produit des effets positifs sur la lecture d'autres passages. Alors, à partir de là, eh bien, ça a marché, et il y a eu d'autres aspects qui ont pu être développés. Par exemple, les images de vases ne sont pas toutes identiques, mais on s'aperçoit qu'il y a des vases qui ont des anses, des oreilles, on les voit représentées au-dessus, ou bien des vases qui n'ont pas d'oreilles. Donc c'est important parce que quand on a le nom du vase, eh bien, il y a parfois des séquences graphiques qui les accompagnent, et on s'est demandé assez vite si ce n'était pas simplement des qualifications du nom du vase décrivant le nombre d'anses que possédaient ces vases. L'hypothèse générale donc, a été que quand on a un vase à 3 anses et qu'on a une séquence de 4 signes, eh bien, ça signifie que ce qui est caché derrière ces 4 signes, c'est à 3 anses, qui ont 3 anses. Et quand il n'y a aucune anse pour le vase, eh bien, la séquence de 3 signes signifie qu'il n'a pas d'anse. Alors, on a cherché de la même manière dans le vocabulaire grec, comment on pouvait dire anse. Alors, anse, c'est un emploi métaphorique du nom de l'oreille, ce qui est assez évident. Donc, qui n'a pas d'anse, c'est anoès, anoé, sans oreille. Et qui a 3 anses, c'est tyrioès, trioès, qui a 3 oreilles. Alors, il a fallu évidemment un certain nombre d'étapes pour arriver à cette lecture précise de ces séquences de signes, mais l'hypothèse faite sur ces lectures a permis de proposer des lectures possibles pour chacun des signes, à charge ensuite pour les déchiffreurs d'aller vérifier
dans tous les autres contextes où on voyait apparaître ces signes, si cela produisait du sens. Voilà un peu comment ça s'est fait pour la qualification de ces vases. Alors, voyez par exemple ce que cela a donné pour les fameux vases. Un vase Meiwyo petit, de taille réduite, Kiriyoe, à 3 anses. Et ensuite, on avait le dessin du vase avec les 3 anses et le numéral 1 qui l'accompagnait. Un vase Dipa Meiwyo petit, Anoe, sans anses. Et après, on avait le dessin du vase sans anse et avec le numéral 1. Et donc, l'image permettait de comprendre le sens et ça a donné des pistes, en se fondant sur l'hypothèse que c'était du grec, pour la lecture de ces signes. Alors, je vous donne un dernier exemple pour montrer comment on a procédé. Vous voyez sur cette inscription mycénienne, vous voyez au milieu, ou plutôt un petit peu vers la droite, une représentation, un logogramme représentant un poignard. Vous avez un poignard, et vous avez ensuite des traits horizontaux qui sont au nombre de 5, et on a assez vite reconnu qu'il s'agissait de la dénomination des dizaines. Donc 5 dizaines, c'est-à-dire 50 poignards. Et par conséquent, ce qui précède a des chances de contenir le nom du poignard. Effectivement, la lecture maintenant reconnue, c'est qu'il s'agit d'un groupe Tosa Pakana. Tosa autant, Pakana pour Fasgana, qui est le nom courant du poignard, encore en grec homérique. Donc, tant de poignards, 2 points, la représentation du poignard, et ensuite 50. Et donc là, on a évidemment le principe qu'on a déjà vu dans la tablette des trépieds, c'est-à-dire le texte plus l'image, plus les numéros, et c'est évidemment l'exploitation de l'image et des numéros qui a permis de comprendre le texte. Alors, je vais terminer rapidement cet exposé en rappelant 2 problèmes liés à l'interprétation des documents mycéniens. D'abord, les lieux de découverte et la période. Donc la période, c'est entre 1400, 1425 et 1200, 1300, quelque chose comme ça, avant la ruine des palais mycéniens. Mais alors, ce qui est très frappant, c'est la diversité des sites où l'on a trouvé des inscriptions, des documents mycéniens. On a donné à ces textes l'épithète mycénien en référence à la civilisation mycénienne, et le nom de Mycénien a été choisi évidemment en référence au roi Agamemnon, qui est le roi de Mycène dans l'Iliade. Mais évidemment, ça n'est pas lié exclusivement au site de Mycène, puisque des tablettes mycéniennes ont été trouvées en Crète, notamment dans le site de Knossos, à Mycène, à Tirynthe, à Pylos, donc dans le Péloponnèse, mais aussi à d'autres endroits, notamment à Thèbes, des tablettes qui ont été découvertes après la mort de Ventris, c'est-à-dire après le déchiffrement, et qui sont venus confirmer la lecture de Ventris. Alors, les problèmes qui sont liés aux mycéniens sont les suivants. D'abord, l'origine de l'écriture est totalement inconnue. Il y a une autre écriture relativement proche qu'on appelle le linéaire A, qui n'est pas déchiffré, où il y a un certain nombre de ressemblances, mais lire le linéaire A à la lumière du linéaire B ne produit pas grand-chose. Voilà, on a l'impression que c'est une impasse et que ce n'est pas comme ça qu'on peut déchiffrer le linéaire A. Donc on ne connaît pas l'histoire, la préhistoire de ces systèmes d'écriture. Un autre problème qui est lié à la langue cette fois, c'est que c'est globalement la même langue qui est utilisée dans les archives, que ce soit en Crète, dans le Péloponnèse ou à Thèbes, dans tous les endroits où l'on a trouvé des tablettes mycéniennes. Ce qui est très étonnant parce qu'on connaît la fragmentation dialectale du grec ancien durant l'Antiquité, et on est assez surpris de voir que c'est fondamentalement la même langue qui est utilisée dans des régions très différentes. Alors il faut se rappeler qu'il s'agit d'une langue administrative, ce n'est pas une langue de diffusion, c'est une langue à usage interne pour conserver des documents, et ce qui pourrait expliquer le fait que la même langue supradialectale soit utilisée dans des régions si différentes, c'est peut-être le fait qu'il a dû exister des formes de commerce
entre les différentes cités et qu'il y avait la nécessité d'avoir un langage commun pour ces transactions, pour ces relations diplomatiques éventuellement. Et ça pourrait expliquer le fait qu'on ait cette particularité. Donc l'unification dialectale dans la documentation mycénienne vis-à-vis d'une diversité dialectale qu'on soupçonne mais à laquelle on n'a pas accès. Il faut ajouter qu'il y a malgré tout quelques variations au sein de la documentation mycénienne. La langue n'est pas totalement uniforme. On a distingué ce qu'on appelle un mycénien normal et un mycénien spécial, mais on n'a pas vraiment les moyens de définir cela plus précisément en termes géographiques. Voilà donc pour la présentation de l'écriture mycénienne. Le mycénien, je terminerai par cette phrase générale, a totalement révolutionné notre connaissance de la langue grecque, puisqu'elle a permis de faire reculer la connaissance du grec de plusieurs siècles. Elle a donné accès à un dialecte particulier, le dialecte mycénien, qui n'a pas de survie à l'époque alphabétique et qui est extrêmement archaïque sur certains aspects et assez divergent de la plupart des autres dialectes grecs sur beaucoup d'autres aspects. Et donc, le déchiffrement du mycénien a été une des grandes victoires des études grecques au XXe siècle, et c'est une victoire qu'on n'a pas encore fini d'exploiter. Merci pour votre attention. Je remercie vivement Daniel Petit pour cet exposé d'une clarté vraiment remarquable qui nous a permis de comprendre la méthode pour le déchiffrement du linéaire B. Je voulais donc m'adresser à la salle pour savoir s'il y avait des questions par rapport à cette communication. Oui, bonjour. Daniel, est-ce qu'il y a eu des hypothèses autres que le grec au départ? Est-ce qu'il y a eu des savants qui ont proposé d'autres langues derrière cette écriture? Quand on regarde l'aperçu d'une histoire de la langue grecque d'Antoine Meillet, plusieurs hypothèses sont mentionnées. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse phrase « si c'était du grec, on l'aurait déchiffré », bien sûr, mais on a aussi pensé à des langues qu'on appelle de manière très vague « pré-helléniques », ce qui est une étiquette qui fait surface de manière assez récurrente dans la littérature pour désigner toutes les langues parlées en Grèce avant l'arrivée des Grecs. C'est un dossier qui est extrêmement complexe parce qu'il met en jeu l'histoire des migrations grecques pour lesquelles le modèle prédominant au début du XXe siècle, c'était les vagues successives, l'hypothèse de vagues successives des Grecs avec la dernière migration, la fameuse migration dorienne. Un modèle qui a été battu en brèche assez régulièrement, notamment par Chadwick dans les années 1970. Mais à part le grec, on a pensé à des langues pré-helléniques. Le problème, c'est qu'on ne connaît rien de ces langues. Donc le grec était finalement l'une des rares langues qu'on puisse utiliser pour favoriser le déchiffrement. Et si ça avait été une langue pré-hellénique non connue par ailleurs, je pense qu'on aurait eu évidemment beaucoup plus de mal à faire des hypothèses, comme j'ai essayé de le montrer. Il fallait cette hypothèse initiale, qui était un pari risqué bien sûr, mais qui pouvait s'appuyer sur le fait qu'on connaissait la langue. Si on n'avait pas connu la langue, sans bilingue, je pense que c'était quasiment désespéré. Merci beaucoup Daniel. Est-ce que tu peux en 2 mots dire quelque chose de la contribution de Alice Cooper? Oui, la contribution d'Alice Cooper, en fait, elle partait de l'idée que c'était du grec. Elle avait commencé à identifier les finales morphologiques. Donc il y avait ce travail préparatoire auquel j'ai fait allusion en se fondant sur les séparateurs de mots, trouver ce qui est le radical, trouver ce qui est les finales. Donc elle avait à peu près identifié ce travail d'identification morphologique, mais elle n'était pas allée beaucoup plus loin, et notamment les hypothèses de lecture étaient restées très en deçà de ce qui a été fait par la suite par Ventris et Chadwick. Merci beaucoup, merci à vous.